Bien, merci mon général de nous faire l'honneur de votre visite à la fin, à l'issue de cette journée d'études. Alors, les travaux sont terminés. 3 tables rondes. Première table ronde sur les écoles civiles décorées de la Croix de guerre. Seconde table ronde sur les administrations décorées de la Croix de guerre. Troisième table ronde que l'on vient de terminer sur les entreprises décorées de la Croix de guerre. Alors, si vous me permettez quelques remerciements que je voudrais faire en préambule, ces 3 tables rondes ont été synthétisées par M. Jean-François Dubos, le chef de la bibliothèque du service historique de la Défense, avec qui nous avons un partenariat depuis de longues années avec le service historique de la Défense. Merci Jean-François. Sur la hauteur de vue de vos synthèses. C'était très agréable à vous entendre, et d'autant que Jean-François Dubos est une encyclopédie vivante de la Croix de guerre. Le colonel Pierre Castillon, membre fondateur de l'Académie des technologies, qui a présidé la première table ronde, colonel de réserve, éminent spécialiste des écoles civiles décorées et qui fait un travail depuis 3 ans remarquable. 14 articles dans notre revue Croix de guerre et valeurs militaires, et l'artisan de la table ronde de ce matin. Frédéric Naudufour, caché là-bas, historienne, docteur en droit, en histoire, pardon, je confondais avec l'avocat Young. Docteur en droit, et puis surtout avec une grande productivité littéraire. Je vous recommande tous les ouvrages de Frédéric Naudufour. Et enfin, Franck Galland, lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle, spécialiste des problématiques de l'eau, et artisan donc de cette dernière table ronde. Merci donc à vous 3 et à Jean-François Dubos pour votre action. Je voudrais remercier aussi tous les participants. Nous avons eu des échanges très riches dans ces 3 tables rondes. Beaucoup d'échanges courts, très, très intéressants, de haute tenue, et parfois empreints d'une grande émotion. Merci à tous les participants d'avoir bien voulu marquer de votre présence et de vos travaux cette journée d'études. Je voudrais remercier juste rapidement nos soutiens. D'abord l'INSP, l'Institut national du service public, qui a mis à notre disposition ses locaux toute la journée, et cet amphi-parodie de ce grand résistant qui a marqué donc la maison, enfin plutôt l'école de la France d'Outre-mer, qui a précédé l'ENA ici. Donc merci à l'INSP. Je voudrais remercier nos amis du ministère des Armées, la direction de la culture, DMCA, direction de la mémoire, de la culture et des archives, pour leur soutien permanent. La Fédération nationale André Maginot, représenté par son secrétaire général. Merci pour votre soutien à la Fédération, de soutenir votre groupement numéro 31. La France Mutualiste, dont je salue à nouveau le président ici présent, et la Fondation France Mutualiste, qui sont nos partenaires depuis longtemps, et à notre plus grande joie et fidélité. Et puis le groupe Veolia Eau, qui nous fait la preuve par son soutien de sa recherche en matière historique, de sa filiation avec la Générale des Eaux, et au nom de sa croix de guerre américaine. C'est ça, si je ne me trompe pas. Bon voilà, alors les débats qui ont présidé toute la journée, il est ressorti, au-delà des techniques, des problèmes techniques, historiques, scientifiques, académiques, que vous retrouverez dans les actes de la journée d'études, similaires à ceux que nous avons édités il y a 3 ans sur les villes décorées
sur les villes et communes décorées, journée d'études similaire qui s'était déroulée à Bar-le-Duc à l'invitation du conseil départemental de la Meuse. Il ressort, et ça m'a fait plaisir, le fait que cette journée d'études ne sera pas ponctuelle, elle n'est pas lettre morte. Il est sorti des tas d'initiatives autour de cette journée. Je citerai des relations interécoles, notamment toutes les écoles ParisTech du plateau de Saclay qui ont promis de travailler ensemble, voire, si j'ai bien compris, d'envisager une maison de la mémoire commune. Donc, voilà. Hein. Dernièrement, la société Transdev nous a promis d'approfondir son histoire au-delà du transport urbain de Reims. Et donc, on vous attend au tournant, Madame la représentante de Transdev. Voilà, donc il y aura un après. Et c'est ce qui ressort de cette journée. Alors maintenant, bon, les croix de guerre, les croix de la valeur militaire ou la médaille de la gendarmerie nationale que nous portons sur nos poitrines, hein, ou bien qui sont accrochés aux drapeaux, fanions, étendards de nos unités, qui figurent sur le fronton des villes et mairies, ou qui figurent dans le hall d'accueil des institutions civiles décorées, nous savons dans l'ordre protocolaire des décorations qu'elles viennent après les grands ordres nationaux, la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'ordre national du mérite et la médaille des victimes du terrorisme. Voilà. Donc nous avons une certaine humilité en la matière. Toutefois, nous trouvions que c'était un devoir de vous rendre compte de cette journée en votre qualité de grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc je vous remercie de votre présence et puis je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, Président. Je suis bien sûr très heureux d'être parmi vous ce soir pour clore cette journée d'études donc consacrée effectivement aux institutions civiles qui ont été décorées de la Croix de guerre. Je suis tout d'abord désolé de ne pas avoir pu participer à vos débats, mais comme vous le savez, le jeudi est un jour très particulier à la Grande Chancellerie, puisque c'est le jour où se réunit le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur que je préside, et je ne peux pas être représenté dans ma fonction de président de ce Conseil, et donc je n'ai pas pu me libérer pour me joindre à vous. Et ensuite, je suis d'autant plus heureux de venir avec vous, c'est toujours un grand plaisir que de parler de celles et ceux, ainsi que des collectivités, quelles qu'elles soient, qui se dévouent et s'engagent à la fois pour nos compatriotes et pour notre pays. Et c'est toujours, comme vous l'avez très bien dit, émouvant que de pouvoir discuter et se rappeler des raisons pour lesquelles telle ou telle personne ou telle collectivité a pu être distinguée. C'est en même temps, lorsque l'on parle des institutions, et notamment donc de personnes morales, c'est aussi à la fois un sujet très vaste et très sensible. C'est un sujet très vaste parce que, en fait, il s'agit d'une certaine manière pour le commandement, qu'il soit civil ou militaire, donc politique ou militaire, puisqu'on parle bien sûr de la croix de guerre et donc plutôt des situations dramatiques que vit un pays, eh bien c'est de déterminer les critères d'éligibilité de ces institutions et d'une personne morale. Et là aussi, c'est toujours très difficile de les fixer. Est-ce que c'est le nombre de morts ou de blessés ? Je note à cet égard que le texte qui accompagne la décoration de la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur de la SNCF cite précisément le nombre de morts et de blessés, un peu moins de 9000 morts et de 16 000 blessés. Et c'est le texte le fixe. On constate également que ça peut être aussi une question de proportion. Là, je cite des chiffres qui sont quand même importants. 9000 morts, ça commence à compter. Mais si vous prenez l'école des Chartes,
l'école des Chartes, c'est simplement parce que 309 qui a été décoré après la Première Guerre mondiale, c'est parce que 309 archivistes paléontologues ont été sous les armes pendant la Première Guerre mondiale et que 51 d'entre eux sont morts. Et donc on voit bien qu'il y a un rapport de causalité. D'ailleurs, si on extrapole, on constate que parmi les villes décorées, notamment les villes étrangères, justement, c'est la ville de Belgrade qui sert un peu d'exemple vis-à-vis des sacrifices consentis par la Serbie, qui, je le rappelle, est le pays qui a le plus souffert en Europe de la Première Guerre mondiale en termes de proportion, y compris par rapport à ce que la France a subi, alors que tout le monde sait que la France a été particulièrement meurtrie et martyrisée par cette Première Guerre mondiale. Et donc, il est toujours très difficile, si vous voulez, de rechercher l'ensemble des raisons qui justifient l'attribution d'une décoration. Ça peut être là aussi la position ou l'importance des personnalités qui ont été dans cette collectivité et qui se sont distinguées. Beauvais a été décoré de la Légion d'honneur parce que notamment son maire, et c'est dans le texte, a été déporté et finalement tué après des faits de résistance. Et il est cité dans le texte. Nous avons également l'université de Nancy, en revanche, c'est moins pour ses faits d'armes, même si dans le texte on célèbre les conditions dans lesquelles elle a pu travailler sous les bombardements, etc., et les martyrs qu'elle a vécus, mais c'est précisément parce que l'université de Nancy, malgré la proximité du front, a continué à fonctionner pendant toute la Première Guerre mondiale et a continué à former les gens. Donc c'est intéressant et on voit donc que l'étendue des mérites peut être très très large. Ensuite, c'est très sensible parce que qui dit comparaison ne dit pas raison, on le sait bien. Et donc, c'est toujours difficile de comparer des entités, de comparer des personnes. C'est déjà très difficile, vous le savez, de comparer les mérites d'un camarade qui se bat au Mali et qui reçoit une croix de la valeur militaire par rapport à un valeureux de la guerre de Verdun qui a eu peut-être pas une croix de guerre. On peut comparer le camarade d'Indochine, mais par rapport à ceux qui se sont battus en mai 40. Je rappelle que la période de mai 40 a été la plus meurtrière, et plus meurtrière encore que n'importe quelle autre période pendant la bataille de Verdun. Donc rapporté, vous voyez, à l'espace-temps. Donc c'est toujours des sujets très sensibles, parce que bien sûr on oublie des entités, quelles qu'elles soient, comme on oublie malheureusement des personnes, de les récompenser. Et forcément ceux qui n'ont pas été récompensés, ou les témoins qui ont constaté que telle ou telle personne n'a pas été récompensée, ou au contraire que telle institution a été récompensée et non pas telle autre, eh ben, peuvent être frustrés et bien sûr critiquer et remettre en cause la décision du commandement qui a conduit à l'attribution de cette décoration. Alors, bien entendu, j'ai coutume de dire qu'il est particulièrement important et même essentiel de faire valoir que une récompense, c'est comme une punition, c'est une décision de commandement. Et j'ai coutume de dire au chef d'état-major des armées ou au ministre qu'ils devraient être aussi prompts à récompenser qu'ils le sont à sanctionner. Tout le monde comprend les raisons pour lesquelles il faut sanctionner, mais il faut bien comprendre aussi les raisons pour lesquelles il faut récompenser. Ça ne veut pas dire qu'on peut être exhaustif, mais au même titre que malheureusement on n'est pas toujours exhaustif quand on sanctionne. Mais en même temps, c'est important. C'est ce qu'a très bien compris Napoléon Bonaparte lorsque premier consul, il a donc créé la Légion d'honneur. Il avait compris la valeur de la récompense au moment où il fallait stabiliser la France et ses institutions après la période révolutionnaire et le bain de sang, on peut le dire, quelle que soit l'issue pour les valeurs de la République, mais néanmoins le drame qu'avait traversé la France pendant une dizaine d'années et les séquelles, les cicatrices qu'elle laissait dans le cœur de nombreux Français.
Plus tard, ça a été Napoléon III qui a créé la médaille militaire. Même chose parce qu'il avait constaté le sacrifice consenti par les soldats et les sous-officiers et la difficulté pour eux d'avoir la Légion d'honneur. Ensuite, eh bien, nous le savons tous, eh bien, ça a été la Croix de guerre qui n'a été créée que donc en 1915 et comme vous le savez, après une loi qui a été votée précisément parce que tout le monde constatait l'énorme sacrifice payé par nos soldats sur le front. Alors je ne vais pas revenir dans le détail et reprendre les discussions que vous avez eues sur la Croix de guerre. Ça n'est pas de mon domaine de responsabilité, même si, comme vous l'avez rappelé, ès-qualité, je suis le gardien du temple. Et chaque ministre, chaque responsable dans le domaine justement des décorations, qu'elles soient ministérielles, doit demander impérativement mon avis avant de modifier un quelconque texte et le proposer au président de la République. Et donc, je suis un peu le gardien du temple dans ce domaine, y compris pour les fourragères quand elles sont créées, etc. Non, je voudrais vous montrer l'éclairage qui a été adopté par la Légion d'honneur et que vous connaissez vis-à-vis justement des personnes morales. Et on va aller dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la Légion d'honneur ne peut pas être attribuée à des personnes morales et à une collectivité. Ça, il n'y a aucun. Dans le code de la Légion d'honneur, ça n'est pas prévu. Il n'y a eu que des exceptions. Qui commence d'ailleurs, et c'est d'autant plus vrai que l'on constate dans le passé. Ça ne veut pas dire que les collectivités n'étaient pas récompensées ou ne peuvent pas être récompensées. Je rappelle, depuis l'Antiquité, ça a souvent été fait, mais c'était souvent des stèles, c'était la déclaration que telle ville ou telle institution avait bien mérité de la patrie, etc. Mais il n'y avait pas de décoration. Et d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, aucun régiment, aucune ville n'a été décoré d'un quelconque ordre, que ce soit l'ordre de Saint-Michel ou l'ordre du Saint-Esprit. Et donc, on voit bien que c'était donc une exception. Pourquoi? Parce que les décorations, et je vais revenir sur la Légion d'honneur, sont d'abord et surtout individuelles. C'est-à-dire c'est une démarche personnelle de l'intéressé. Non seulement personnelle, mais en plus consciente. Et donc Napoléon Ier, comme vous le savez, lorsqu'il a créé la Légion d'honneur, l'a créée pour récompenser le mérite individuel, civil et sous les armes. Je dis bien individuel, c'est-à-dire pas collectif, civil, et vous savez bien que Napoléon Bonaparte faisait jamais rien à moitié, que tout était réfléchi et que les mots étaient choisis. Et donc il commence par civil et ensuite sous les armes. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et vous l'avez traité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand on dit à titre militaire, ça veut dire sous les armes en fait, parce que beaucoup de camarades étaient civils pendant souvent les grandes guerres, et les croix de guerre ont été attribuées autant à des civils qu'à des militaires d'actifs. Donc l'expression qui est toujours valable, c'est-à-dire on récompense les services civils et sous les armes, et comme le disait Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est une, comme la République est une et indivisible, et donc il récompense les services civils et sous les armes. Au passage, je rappelle que les premiers à avoir reçu la Légion d'honneur ont été des civils, certes avec des invalides qui étaient aux invalides, comme son nom l'indique, qui étaient les invalides des guerres de la Révolution. Mais néanmoins, Napoléon Bonaparte a donc commencé par récompenser les civils, et les militaires n'ont été décorés au camp de Boulogne qu'un mois plus tard, au mois d'août 1804. Donc Napoléon Bonaparte, pendant la première période, c'est-à-dire jusqu'en 1815, n'a décoré aucune entité, aucune personne morale. Il faut attendre les 100 jours et la campagne de France pour qu'il décore les 3 premières villes, notamment Chalon-sur-Saône et Tournus, l'autre j'ai oublié son nom, je ne sais plus, Lonne, je ne sais pas où. Et donc parce qu'elle s'était distinguée dans ces combats pour l'honneur, si je puis dire, qui sont assez brillants d'ailleurs et qui méritent d'être étudiés, de Napoléon tout seul, si je puis dire, face à l'énorme coalition qui se précipitait sur la France. Ensuite, c'est Napoléon Bonaparte qui, lui, commence par décorer des régiments, mais il faut attendre 1859.
Et ce sont des régiments qui se sont distingués en Italie, 3 régiments se sont distingués en Italie, notamment à Magenta et à Solferino. Et on sait quel était l'attachement de Napoléon III pour la cause italienne et pour ce qui se passait en Italie. Et puis ensuite, bien sûr, ce ont été les 3 guerres, donc 1870, 14-18 et 39-45, qui bien sûr ont, entre guillemets, un petit peu généralisé ces possibilités de décoration de collectivités, donc de personnes morales, compte tenu, je dirais, de la situation que vivait notre pays. Mais quand on y regarde bien, on s'aperçoit d'une part qu'il y en a eu très peu. En fait, quand on compare par rapport au choc quand même qu'a été et la guerre de 70 et les 2 guerres mondiales, et ensuite qu'elles étaient souvent accompagnées d'une croix de guerre, ce qui indique bien qu'il y a une relation de cause à effet entre l'engagement, le service, la défense du pays, voire l'action de combat. Et donc, pour aller plus rapidement, on constate tout d'abord que vous avez eu donc les villes qui ont été décorées. En gros, il y a 64 villes françaises qui ont été décorées de la Légion d'honneur et 5 villes étrangères. La dernière, comme vous le savez, c'est Londres, qui a été décorée par le président Emmanuel Macron en 2020. Ce qui est assez amusant quand on regarde un peu les textes, c'est qu'on se constate qu'après, surtout avec les gaullistes, si vous voulez, qu'il y avait une volonté de décorer la ville de Londres, mais il a fallu attendre donc le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 40 pour que Londres soit décorée. Avec, je dis au passage, parce que c'était assez amusant, c'est que la question s'est posée, c'est à qui on remet la croix. Et parce qu'à l'époque, Londres était comme Paris, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un maire de Londres, mais plusieurs maires. Et c'était l'époque où il y avait un peu des bisbilles entre le Premier ministre britannique et le maire de Londres. Et finalement, comme vous le savez, c'est la couronne qui a reçu. Là, puisque c'était donc le prince Charles qui a reçu donc la Légion d'honneur pour la ville de Londres. Dans ces villes, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en gros, un petit tiers ont été décorés avant la Première Guerre mondiale, principalement en dehors de celles que j'ai citées sous l'Empire, donc en 1815. Ce sont des villes qui se sont distinguées en 1870, pendant la guerre de 1870. Donc un petit tiers. Après, on a un gros tiers, un peu plus donc un gros tiers pendant la guerre de 14-18. Et puis ensuite, le dernier petit tiers, un dernier petit tiers qui est après donc la guerre de 39-45, sachant que la dernière ville française à avoir été décorée, c'est la ville de Beauvais par René Coty en 1957, et c'est précisément pour son action pendant la guerre de 14-18. Et ensuite, on cite ce qui s'est passé en 39-45 et le sacrifice du maire que l'on cite, qui a été déporté compte tenu de ses actions de résistance, etc. Et comme édile de la ville, c'est-à-dire réellement dans sa fonction de maire. Sur les 5 villes étrangères, ce qui est intéressant de noter, c'est la première, c'est-à-dire Liège. Liège est la première ville, et là c'est très intéressant parce que Liège a été décoré, enfin le décret de nomination de la croix d'attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à la ville de Liège, en fait, a été pris en août 14. Tout début. Pourquoi ? Parce que Liège a été considéré, ayant résisté à l'avance allemande pendant 3 jours, a été considéré comme la ville qui a permis à la France de se rétablir et donc de permettre la bataille de la Marne. Donc très rapidement, le gouvernement français, le président de la République et le gouvernement français ont décidé d'honorer la ville de Liège et en ont fait une certaine publicité à l'époque pour montrer justement l'esprit de sacrifice d'une ville étrangère, ce qui est en soi est assez intéressant. Ensuite, nous avons dans les entités militaires, très rapidement, les régiments, puisque j'ai parlé de Napoléon III. Eh bien, en fait, là encore, il y a peu de régiments. On est en dessous de 40, on est à 39 en considérant toutes, je dis bien des unités de combat, c'est-à-dire majoritairement des régiments de l'armée de terre, et puis,
un bâtiment de la Royale, qui est le Narval, qui a été décoré qu'en 1960, et puis les 3 escadrons de chasse, là aussi après la guerre de 39-45. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans le système qui avait été mis au point, il y avait une relation de cause à effet entre l'engagement au combat, le sacrifice, l'attribution d'une croix de guerre, et au bout de 8 citations, on décernait la croix de la Légion d'honneur. En fait, ça s'est transformé maintenant, vous savez, avec les fourragères. Et donc, en fait, on constate qu'il y a eu peu ou pas. Après, vous avez en parallèle 21 écoles militaires, plus 3 écoles étrangères. Les 21 écoles militaires l'ont toutes été, pour certaines, comme Saint-Cyr, l'école polytechnique, avant la guerre de 14-18, ce qui est quand même intéressant pour l'engagement qui avait été le leur dans les campagnes précédentes. Et la dernière en date a été, là encore exceptionnellement, pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Là aussi, dans l'argumentation qui avait été mise en avant, il y avait le nombre de morts, et en particulier le nombre de morts, y compris pendant la guerre d'Algérie, qui a été en fait assez important au regard, si vous voulez, des promotions issues de cette école. Et donc, et parmi les écoles étrangères, c'est intéressant de constater qu'il y en a 2 américaines et 1 marocaine. Et donc les 2 américaines, c'est West Point et Annapolis. Et West Point, ce qui est intéressant de regarder, c'est on parle à la fois de l'esprit de sacrifice des officiers de West Point dans tous les combats dans lesquels l'armée américaine a été engagée, y compris d'une certaine manière les combats de la guerre comment on appelle ça, de la guerre de sécession. Merci. Pardon. Voilà. Donc c'est intéressant là aussi de lire les textes. Et je le rappelle, ils ont été décorés, ces écoles militaires, après la Seconde Guerre mondiale. C'est dire quand même l'importance effectivement du sacrifice consenti par les officiers américains, bien sûr les troupes américaines, pour la libération du sol national. Après, nous avons 21 écoles civiles. Je ne crois pas qu'il y ait eu je dirais que les chiffres sont les mêmes, mais ça ne veut pas forcément dire que ça a été voulu. Et dans les écoles civiles, c'est assez intéressant là aussi de regarder les raisons pour lesquelles les uns et les autres ont été décorés. Comme vous le savez, l'une des premières, c'est l'école centrale en 1929. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle a été décorée au regard du nombre d'officiers d'artillerie qui en sont issus et qui ont contribué à la victoire de la guerre de 14-18. C'est quand même intéressant de regarder. Je vous ai cité, là encore, l'université de Nancy, qui a été donc décorée après la Première Guerre mondiale. Et puis, vous avez une école d'officiers du Maroc qui a été décorée en 1956. Et également, la dernière école... non, je dis une bêtise. Elle a été décorée avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et la seule école qui a été décorée après la Seconde Guerre mondiale est l'école d'agriculture de Tunis, coloniale. Et là aussi, pour tout ce qu'ils ont fait, mais c'est assez curieux de voir que ça a été décoré en 1956 par Coty. Et ce serait assez intéressant d'essayer de savoir pourquoi subitement cette école a été décorée. Après, pour revenir sur des grandes institutions, il y en a en fait pas beaucoup, mais j'ai parlé de la SNCF, bien sûr, au regard des sacrifices qui sont cités dans le texte, et sur le fait que, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'aide et fantastique que la SNCF a permis dans le déploiement des forces en 39-40, c'est quand même intéressant de lire ça, parce que ça a quand même été écrit après la guerre, 49. Hein. Donc on reconnaît quand même que... Et puis ensuite, les sacrifices dans le cadre pour empêcher que l'ennemi utilise les voies ferrées, enfin on le sait bien, après tous les sabotages et autres. Donc mais vous avez la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge française, donc qui a d'ailleurs été, dont le drapeau a été décoré par le maréchal Juin, la Croix-Rouge française, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est citée pour les 3 guerres. 70, donc la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Au passage, comme vous le savez, la Croix-Rouge a été donc créée après donc la bataille de Solferino, parce que Dunant a constaté, qui était suisse au départ, mais je rappelle que quand la Croix-Rouge et le truc, il était français, il avait la nationalité française. Eh bien, c'était un petit débat qu'on a avec les Suisses là-dessus. Eh bien, mais donc la Croix-Rouge, la SNCF
et je ne sais plus quel est le titre exact, mais les PTT. Là encore, pour le travail qui a été fait pendant les combats et d'avoir maintenu à la fois la liaison et en même temps le truc. Voilà. Et donc, mais quand on regarde le texte, à aucun moment, le président de la République, grand maître, les grands chanceliers successifs, les autorités ont estimé nécessaire de modifier les textes. Et lorsque Charles de Gaulle, président de la République, a refondu en un code de la Légion d'honneur l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui régissent la Légion d'honneur, il n'a pas jugé nécessaire de modifier, et donc encore aujourd'hui, et malgré les exceptions que j'ai citées comme Londres, on aurait pu citer aussi, ça y est, un trou de mémoire, en Russie, Stalingrad, donc en 84, vous savez, c'est Mitterrand qui l'avait décoré, parce que ça a vraiment été le tournant de la guerre en Europe. Et donc, il n'y a que des exceptions, mais le texte n'a jamais changé. Et très objectivement parlant, et très honnêtement parlant, je pense que c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il est important pour nos ordres qu'on récompense, je dis bien, le mérite individuel, et qu'on ne tombe pas dans le piège de la récompense du mérite collectif. Il y a d'autres récompenses pour le faire, y compris la croix de guerre. Donc, même si on peut, en plus avec des phénomènes de citation et de fourragère pour certaines unités, je pense que c'est bien de serrer les récompenses et de maintenir à la Légion d'honneur, qui, je le rappelle, est une légion qui rassemble des individus, de ne pas mettre des collectivités. Et ça, c'est mon point de vue personnel, et je pense que c'est très bien comme ça. Et comme toute règle, comme disait ma grand-mère, il faut avoir des principes pour pouvoir s'asseoir dessus. On laisse la porte ouverte à des exceptions, et on laisse le pouvoir discrétionnaire du grand maître pour le faire. Maintenant, je constate, et je le répète, que je pense que la croix de guerre, et notamment vous en aviez parlé dans un autre colloque, qui sont attribués à certaines villes, etc., était quand même un symbole très très fort auquel les gens sont aussi attachés. Je terminerai simplement pour revenir dans l'ordre protocolaire. Ça n'est qu'un ordre protocolaire. Ça n'est pas un ordre de valeur. L'ordre, la Légion d'honneur est un ordre, c'est le premier ordre. Si ensuite vous avez des décorations ministérielles, pourquoi la croix de guerre serait-elle plus importante, vous voyez, que la médaille de la gendarmerie ou que le mérite agricole? On est obligé de prendre un ordre. Et là, l'ordre qui a été suivi, c'est comme tout ordre protocolaire, ça a le mérite d'avoir une logique scientifique. Donc la médaille de la reconnaissance aux victimes du terrorisme, c'est une médaille qui est attribuée au niveau du président de la République. C'est pour ça qu'elle prend rang derrière. Voilà, c'est tout. Mais ça ne retire rien au courage, à la valeur des gens qui ont obtenu une croix de guerre. Et je ne pense pas que ceux qui... et je peux vous dire qu'elle a beaucoup de succès. On a de plus en plus de familles qui nous demandent cette médaille, de plus en plus de personnes qui ont été blessées, prises en otage, y compris des militaires, y compris des gendarmes qui ont conduit des actions d'éclat, qui demandent cette médaille. Et donc il faut la respecter, parce que moi je connais notamment une personne qui a été prise en otage, en plus dans des conditions particulièrement difficiles, qui a été très marquée, et qui, sans être un pleurnichard, et qui a estimé qu'il avait eu besoin de ça pour se reconstruire. Donc voilà. Et à tout prendre, ça permettait d'éviter, ça permet toujours, d'éviter de remettre une Légion d'honneur ou une croix de guerre à des gens, ou une croix de la valeur militaire, à des gens qui malheureusement sont des victimes, ont subi quelque chose, n'ont pas forcément fait un acte héroïque. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui, tout en étant victimes de l'attentat, ont en plus accompli un acte héroïque, sont éligibles pour la Légion d'honneur. Il y en a un certain nombre qui d'ailleurs ont été, ou de l'Ordre national du mérite, et un certain nombre ont été décorés dans cet ordre-là. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup. Je lirai avec attention donc le document, les actes, voilà, de votre colloque. Et puis, écoutez,
je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui auront la chance de pouvoir en prendre. Voilà. Merci, Général.